Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 mars 2021. Alors, de retour de ma visite, de notre visite hebdomadaire chez ma mère qui vit en territoire sacré et cédé des Hassidiques. Et très curieusement, il n'y en avait aucun sur la rue Van Horn ce soir, cet après-midi. Et ni ce soir, lorsque nous sommes empressés de retourner avant le couvre-feu. Alors voilà, je sais que chez nos amis français, le couvre-feu est à 18 heures, mais au Québec, il est à 20 heures. Mais ça commence à gronder. On a avancé l'heure d'une heure cette nuit et on s'approche du moment où il va faire plein jour lorsque le couvre-feu va être encore en vigueur. Et on commence à sentir du mécontentement, là, après un an de pandémie, de confinement, de déconfinement, de stratégies sanitaires étonnantes. Et on s'en faisait la remarque, Fabienne et moi, nous étions assez étonnés de voir sur nos diverses plateformes à quel point les, les gens étaient heureux de se vacciner. Et à quel point aussi ils étaient conscients que ce soit Moderna ou Pfizer, et à quel point ils étaient devenus des spécialistes des volcans, pas des volcans, mais des vaccins. Et que vraiment, beaucoup de contentement là-dedans. Je, je, je crains fort que la, que la pensée sanitaire, en fait, c'est pas une pensée sanitaire, mais je crains fort que l'obsession sanitaire finisse par envahir les esprits. Vivre à tout prix, n'est-ce pas? Vivre à tout prix, mais c'est Pascal qui disait qu'il y a des raisons plus importantes que la vie. Mais on dirait que non. On dirait que là-dessus, Agamben a peut-être raison aussi. La vie nue, vouloir se maintenir le plus possible vivant et que le biologisme, finalement, l'emporte sur toute autre considération. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai aimé modérément. La preuve, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est à cause de celui-ci, Philippe Solers, le dernier Philippe Solers, légende, où il est question de Bret Easton Ellis, l'auteur de Moins que zéro et American Psycho. Euh, bon, vous les avez lus sans doute. American Psycho. Dans le cas du premier, qu'il a écrit à 21 ans, c'est un livre qui décrit la vie des riches jeunes Américains, oisifs, dépressifs, euh, sous influence, et se livrant à des débauches sexuelles tristounettes. D'une certaine manière, il y a quelque chose des films de Larry Clark. Je ne sais pas si vous avez vu Kids, ça y est, la porte se manifeste, qui est très certainement un des films les plus effrayants de la filmographie américaine contemporaine. Kids de Larry Clark. Alors, si vous voulez déprimer un bon coup. Alors, celui de Bret Easton Ellis, que je vous montre ici à l'écran, c'est White qui a fait parler de lui beaucoup. Moi, c'est un livre qui m'a excédé. Parce que, il raconte que la génération des milléniaux, c'est un livre qui s'en prend à une génération. Mais il y a quelque chose qui m'a très étonné, et pas, pas que c'est une grande découverte que j'ai faite, moi. Mais il s'en prend beaucoup, donc, aux milléniaux. Lui, il appartient, ces catégories-là de génération, personnellement, ça m'exaspère, mais il appartient à ce qu'on appelle la génération X. Grosso modo, ceux qui sont nés entre 1961 et 1974-75. Bon. Et la génération X, euh, et c'est un Canadien, on doit ça à Douglas Coupland, le terme de génération X,
un Canadien de Vancouver, ou de Colombie-Britannique, plus largement, avec son livre emblématique Génération X. Et Douglas Coupland est né donc en 1961. Le créateur de ce terme est né en 61. Personnellement, ce sont des catégories, en tout cas, qui m'exaspèrent. Nous, nos contemporains, c'est Baudelaire. Et parfois, notre contemporain immédiat n'a aucun intérêt pour nous. Alors, je pense qu'il y a des préoccupations, il y a des centres d'intérêt, il y a des affinités qui vont bien au-delà des groupes d'âge et des... On peut être de plein pied d'esprit, d'humour, de référence même culturelle avec quelqu'un qui a 25 ans plus vieux que nous, ou 25 ans, 30 ans même plus jeune que nous. J'en fais régulièrement l'expérience à ma librairie. Je vois qu'en tout cas, les gens qui s'adonnent, on va dire, au plaisir de la lecture, eh bien, ont des passerelles là, qui sont établies entre eux, où ils peuvent s'échanger des choses, ils peuvent se livrer des impressions de lecture. La porte est d'accord. Voilà. Si la porte agrée, tout va bien. Alors, donc oui, le livre m'a excédé pour... il s'en prend vertement aux milléniaux, les jugeant chochottes, c'est le terme utilisé, frileux, susceptibles, incapables d'affronter le risque et patati patata. Et la base de sa réflexion, la base de ses observations s'appuie sur un élément qu'on retrouve dans son propre lit à lui, c'est-à-dire son amant. Son amant qui est un milléniaux. Alors, qui se gave d'antidépresseurs, qui est complètement désespéré par l'élection de Trump, la gouvernance de Trump et patati patata. Moi, je me suis dit, en lisant ça, je me dis, si j'avais été dans la même confrérie que Bret Easton Ellis, et que j'avais été un tout jeune homme, ben, probablement j'aurais été déprimé grave de retrouver ce quasi sexagénaire, morose, visiblement dépressif lui aussi, ronchon, râleur, et qu'en plus, pas une seule fois, il fait mention que ses observations s'appuient sur un type qui est dans son lit. Alors, j'ai trouvé, honnêtement, j'ai lu le livre. En fait, je ne l'ai pas fini. Je me suis arrêté à la page 196. Et très curieusement, je me suis arrêté à la page 196 au moment où le livre commençait à susciter quelque intérêt pour moi, car il racontait ses relations avec David Foster Wallace. Bon. Et puis là, je le lis, je le parcours en vitesse. Probablement les quelques pages qu'il a consacrées à David Foster Wallace. Peut-être que je vais y retourner. Ça fait à peine une quinzaine de pages. Et alors, il y a le chapitre aussi post-empire. Je ne suis pas convaincu. Je vais bien plus dans le sens de la thèse de Mathieu Bellil, qui a écrit un essai paru cet automne, L'Empire invisible. C'est qu'au fond, l'Empire a pris toute la place. C'est-à-dire, tout le monde se préoccupe de ce qui se fait aux États-Unis davantage que ce qui se fait dans nos propres pays. Je pense qu'on est rendu à juger que les 80 millions d'Américains qui ont élu Joe Biden, les 80 millions d'Américains, au fond, sont les maîtres du monde. Et c'est eux qui décident du sort de la planète. Et que les élections, qu'elles soient en France, en Italie, au Québec ou au Canada, c'est des élections de succursales, des élections de province. Et l'Empire invisible, eh bien, il occupe toute la place
que ce soit les GAFA, c'était quand même une belle démonstration de la puissance de l'Empire invisible, mais on ne le voit pas. Alors, qu'on ne le réalise pas. Et on peut gloser à l'infini sur le post-empire, l'empire après, les Chinois qui vont débarquer, tout ça. Honnêtement, je n'imagine pas, personnellement en tout cas, qu'un empire, quel qu'il soit, qui possède un arsenal nucléaire et qui a encore une assez bonne avance sur le plan technologique, puisse céder sa place sans crier gare, en disant, bon, ben voilà, nous avons dirigé les affaires de la planète depuis 1945 et plus fortement depuis 1989. Et allez-y, messieurs les Chinois, servez-vous. Non, je ne crois pas ça. Je pense que les Américains et leurs alliés, si on peut appeler ça comme ça, disons, leurs subalternes, eh bien, vont tout faire, vont tout mettre en œuvre pour que les Chinois ne puissent pas devenir les maîtres de cette petite planète. Alors bref, j'ai arrêté de le lire, j'ai été excédé, mais je vais vous renvoyer à ce que dit Philippe Sollers. J'ai été étonné. Après, je vais vous parler un tout petit peu, mais je vais me garder des commentaires pour une prochaine vidéo concernant ce Philippe Sollers, légende, qui est très bon. En tout cas, j'ai été de plein pied, plus que celui paru l'année dernière à la même époque, où le philosophe inconnu, je sais pas, j'ai eu du mal à embarquer. Celui aussi, Trésor d'amour consacré à Stendhal, pourtant on adore Stendhal, mais celui-ci, c'est un bon. Il y a eu l'Empire, il y a maintenant le post-Empire numérique, vous voyez, référence à Illis, avec le fourmillement des réseaux sociaux, les fake news, les bombardements continus de tweets, et comme le dit l'excellent auteur américain Bret Easton Ellis, un fond de ton moral supérieur. Bon, ça. Comme il le dit aussi, les médias sont de plus en plus impatients de se passer de tout contexte. Peut-être ont-ils de la difficulté aussi à eux-mêmes à prendre le temps de contextualiser et de savoir aussi qu'il y a un auditoire prêt à recevoir cette contextualisation-là, qui peut devenir non seulement fine, mais extrêmement complexe. L'émotion est très contagieuse et la victimisation permanente. L'infantilisation progresse donc vers un langage de plus en plus punitif où les élites sont toujours coupables, font mine d'être coupables, font mine de se sentir coupables. Enfin, lisez White, ou ne le lisez pas. Premier livre américain sur la décomposition de l'Amérique. Le plus intéressant étant que ce gay blanc alcoolique et cocaïnomane, très renseigné, stigmatise un nouveau fascisme comme venant plutôt de son ancienne famille démocrate qu'il appelle la gauche détraquée. Dans la famille démocrate, oui, il y a une gauche assez musclée même, avec des marxistes, oui. Il y a eu une tradition aussi très importante marxiste aux États-Unis. On semble oublier pendant un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 100 000 Américains qui sont allés s'établir en Union soviétique pour vivre l'expérience du socialisme appliqué. Et on semble oublier aussi que beaucoup de mouvements sociaux d'importance, des mouvements sociaux militants, sont nés aux États-Unis. Puis on semble oublier également aussi qu'il y a eu des écrivains très importants, de Upton Sinclair à Dos Passos, ou Steinbeck,
qui ont été très, très impliqués socialement et politiquement afin de défendre les droits des travailleurs, sans compter James Agee. Alors, et cette Jack London, et cette tradition militante d'écrivains américains impliqués politiquement, on semble avoir oublié que ça avait existé, mais ça a beaucoup, beaucoup existé. Bret Easton Ellis, assurément, n'est pas l'un d'entre eux. Bon, écoutez, je vais quand même vous lire un petit passage, ça va vous donner une idée. Je ne vous en recommande pas la lecture, tout simplement. Tout bêtement, je ne vous en recommande pas la lecture. Vous allez me dire, mais pourquoi moi je l'ai acheté neuf en plus, appâté par le battage publicitaire, et mais j'ai pas été convaincu par l'argumentation. Et j'ai pas été non plus. Je suis un peu exaspéré par ces catégorisations-là générationnelles. Pour ma part, une sorte de tarte à la crème, ça. Dès qu'on arrive à les générations, les discussions sans fin sur les générations. Écoutez, je crois pas que ça fasse avancer quoi que ce soit. Aujourd'hui, aller en personne dans une boutique, le sex shop était notre stop habituel dans San Francisco Valley, et louer ou acheter un film porno et se limiter à cette source pendant un mois est impensable et peu pratique. Et cependant, dans ce monde depuis longtemps disparu, c'est ainsi que les hommes satisfaisaient leurs besoins d'images sexuelles, et comme elles étaient si rares, nous leur insufflions un sens plus profond et les rendions peut-être plus puissantes et plus érotiques que ne l'étaient. À la fin des années 1980, au début des années 90, les DVD ont rapidement laissé la place à l'incroyable étalage de pornographie sur Internet et j'étais émerveillé par la quantité de choix disponibles sans effort, comparé à ce qui avait été à notre disposition pendant ma propre adolescence et vers l'âge de 20 ans. Et pourtant, cette abondance a changé ma relation à la nudité et à la pornographie. Elle en a fait un lieu commun, une chose moins excitante, en quelque sorte, de la même manière que commander un livre sur Amazon était moins excitant que de marcher jusqu'à une librairie et de chercher pendant 1 heure, ou d'acheter des chaussures en ligne plutôt que d'aller dans une galerie marchande et d'essayer une paire de Topsider et d'avoir un échange avec le vendeur, ou encore d'acheter un disque à Tower ou bien faire la queue pour un film. Ce refroidissement de l'excitation Ce refroidissement de l'excitation à tous les niveaux de la culture a à voir avec la notion qui disparaît d'investissement. Le mot est en italique ici. Quand vous vous rendiez dans une librairie, ou dans un magasin de disques, ou dans un cinéma, ou encore dans un kiosque à journaux, vous preniez le temps d'investir un plus grand effort physique et une plus grande attention dans ces expéditions lorsque vous cliquez sur quelques boutons, effort et attention qui étaient liés à une tentative plus approfondie d'entrer en contact avec le disque, le livre, le film, la pornographie. Vous aviez un intérêt profond à ce que l'expérience soit plaisante parce que vous aviez investi et vous alliez probablement obtenir une gratification en raison de cet intérêt et de cet investissement. L'idée de renoncer à lire un livre après 5 pages sur votre Kindle, d'arrêter un film dans les 10 premières minutes après l'avoir acheté sur Apple, ou de ne pas écouter une chanson en entier sur Spotify n'était pas une option. Pourquoi faire une chose pareille après avoir roulé jusqu'à Sherman Theatre dans Ventura Boulevard, jusqu'à Crown Books dans Westwood, Tower Records sur Sunset, jusqu'au kiosque à journaux dans Laurel Canyon. Mais que se passe-t-il lorsque les choses sont presque automatiquement disponibles? Quand un roman, ou une chanson, ou un film, ou une femme nue, ou 5 femmes nues, avec une femme nue, engagée dans une orgie, avec 5 hommes bien montés, ne sont qu'à un clic de souris. Quand la nudité et l'idée d'une gratification deviennent une telle routine que vous pouvez instantanément vous connecter à quelqu'un
et que vous pouvez voir en quelques secondes des photos de nu de ce partenaire sexuel à venir immédiatement, un échange aussi ordinaire que la commande d'un livre sur Amazon ou le téléchargement d'un nouveau film sur Apple, cette absence d'investissement rend alors tout équivalent. Si tout est disponible sans effort et sans un récit dramatique quelconque, qui se soucie de savoir si vous l'aimez ou pas, et l'excitation trépidante, le suspense, lié à l'effort que vous faisiez autrefois pour trouver une image érotique, c'est maintenant perdu avec la facilité low-fi de l'accessibilité qui a en fait changé notre expérience de l'attente. Il y avait quelque chose d'idyllique dans cette ère analogique, une ardeur, une altérité qui font défaut dans l'âge numérique du post-empire où tout a fini par donner l'impression d'être jetable. Voilà, voilà. Alors le post-empire, je veux bien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je lui préfère nettement la définition de l'empire invisible. L'empire invisible, où même ses sujets sont devenus eux-mêmes invisibles. Et l'invisibilité serait devenue, en quelque sorte, notre nouvelle ontologie, notre nouvelle manière d'être, c'est-à-dire on ne nous voit pas. Et tous les efforts qu'on fait, les uns et les autres, pour être enfin vus, être perçus, c'est être vus, euh, peut générer une grande source de souffrance, d'angoisse, de sentiments de vide, voire de dépression. Alors c'est pour ça que les livres sont là aussi. Alors c'est pour ça aussi qu'on doit continuer de lire, on doit continuer de mouliner des phrases, de malaxer des mots, de tenter des sorties, de tenter des alliages, de fabriquer quelque chose avec ce qui nous reste de possibilités cognitives et de ce qui nous reste de, de possibilités d'imagination. Alors, et les livres sont de grands vecteurs d'images, d'impressions, de sensations. Ce sont peut-être même les... En fait, à supposer que notre civilisation, d'une certaine manière, a littéralement crashé. Alors peut-être que les livres, si on veut savoir comment et à quel moment et de quelle manière l'accident terminal a eu lieu, peut-être les livres sont devenus les boîtes noires de l'histoire de notre chute. Et, et peut-être, je ne dirais pas de revivre sans fin la chute, mais de revivre sans fin ce qui nous y a amené. Peut-être on peut être capable de remonter le fil du temps et peut-être même en poésie de trouver ce que Breton appelait l'art du temps. Je ne sais trop, mais je pense que cet état dépressif que décrit Bret Easton Ellis, qu'on connaît naturellement, il ne nous a pas livré un grand secret ici, eh bien je pense que nous devons, d'une certaine manière, lui, non pas y résister, parce que je vous ai déjà dit que cette notion-là de résistance, la jugeant trop passive, je ne la fais pas mienne, mais peut-être nous devons nous carapassonner là, dans nos bibliothèques et puis maintenir le flux vital, le plus intact possible, le plus vif qui circule dans notre esprit. Nous sommes vivants. L'aventure humaine est quelque chose d'exceptionnel. Et ce n'est pas parce que on ne sait plus attendre, mais je ne suis pas si sûr qu'on ne sait plus attendre. Enfin, en tout cas, vous voyez, je vais revenir, je vais aller quand même lire les pages sur David Foster Wallace, voir ce qu'il en dit de leur relation entre deux écrivains importants. En tout cas, dans le cas d'American Psycho, c'est une critique absolument féroce du capitalisme consumériste. C'est probablement... est-ce qu'aujourd'hui, un American Psycho, vu l'atmosphère générale là, de censure, serait possible? À mon avis, oui.
Je pense même que on va avoir droit peut-être à des livres assez terribles dans un avenir assez proche. Je crois pas que les écrivains j'allais dire de race, les écrivains racisés, les écrivains de race, ouais, les écrivains racisés, c'est bon ça. Je pense que l'écrivain authentique est un réfractaire, hein? Et, euh, et je pense qu'il y en a quelques-uns là, dans le laboratoire de cet empire invisible, ou post-empire, comme le dit et Solers et Ellis. Euh, je crois il y a quelques Frankenstein là, qui sont sur le point de, de briser les fils qui les relient aux encéphalogrammes et qui sont sur le point peut-être d'offrir une vision très très dure et très rude de notre monde. Je pense que le politiquement correct qui sévit en ce moment et qui connaît des heures assez remarquables, serait possible que, d'une certaine manière, ça tire à sa fin. Ne sait-on jamais. Peut-être le balancier est sur le point de se mettre en mouvement et d'aller frapper un grand coup. 27 minutes, c'est bon. Alors, je ne m'attendais pas encore, mais ce matin, quand j'ai commencé la lecture de ce très bon Solers, et j'ai vu apparaître le Bret Easton Ellis White, eh bien, je me suis dit, ah ben voilà, je vais aller y retourner. C'est le passage que je viens de vous lire, c'est le seul passage que j'ai retenu de ce livre-là. Vous voyez, je pensais que je l'avais annoté, je pensais que je l'avais souligné. Non, j'ai simplement retenu cette époque-là et je me suis arrêté au moment où le livre s'était mis à m'intéresser pour de vrai. C'est assez étrange. Mais... Et là, ça devient intéressant. J'ai arrêté de le lire. Mais peut-être après 200 pages plutôt barbantes, vous ai-je dit, peut-être que je me suis mis à lui en vouloir un peu de devenir soudainement intéressant comme un raseur dont on subit la conversation depuis longtemps. Et tout à coup, il se met à devenir intéressant. Peut-être qu'on se dit non, il aurait pu être intéressant dès le départ. Puis après, ben, on lui aurait peut-être pardonné d'être un raseur. Mais je n'en dirai pas davantage ce soir. Alors c'est tout. Merci, bonne soirée à tous. Et ben, demain, visiblement, je ne sais plus m'arrêter. Alors, Premier ministre Legault, mettez fin au couvre-feu. Je reprenne un peu de mes esprits. Bonne soirée.